La semaine dernière, lors de la dernière émission, nous avons vu pourquoi on pouvait penser que la création de l'univers est née d'une déflagration extraordinaire, une grosse explosion, un Big Bang. Et cette fois, avec Trinh-Xuan Tuan, un des meilleurs astrophysiciens, un expert aussi dans le domaine et dans les galaxies, rentrons un peu plus dans le détail. Trinh-Xuan Tuan, bonjour. Bonjour. Tout démarre donc il y a 13,7 milliards d'années. Pourtant, l'instant zéro nous reste définitivement inaccessible. Les physiciens ne peuvent parler qu'à partir d'un temps extrêmement petit, même ridicule, inimaginable, 10 moins 43 secondes, un 1 précédé de 43 zéros. Pourquoi donc? Est-ce qu'ils auraient reconnu leurs limites là? Oui, vous savez, il y a deux piliers qui sous-tendent toute la physique contemporaine. Il y a ce qu'on appelle la physique de l'infiniment petit, ce qu'on appelle la mécanique quantique, qui décrit le comportement des atomes et des particules subatomiques. Et puis, pour l'univers, qui est l'infiniment grand, bien sûr, c'est la relativité générale d'Einstein. Et donc, pour l'instant, ces deux théories, vous savez, sont encore distinctes. Et mais pour décrire l'univers, parce que dans l'univers, comme je vous l'ai raconté la dernière fois, l'univers est parti d'un infiniment petit pour devenir infiniment grand. Donc, c'est l'infiniment petit qui a généré l'infiniment grand. Et pour vraiment comprendre ce qui est passé au début, il faut unifier donc ces deux théories, l'infiniment grand avec l'infiniment petit. Donc, unifier la relativité avec la mécanique quantique, développer ce qu'on appelle maintenant une théorie de la gravité quantique, parce que la relativité, bien sûr, c'est une théorie de la gravité. C'est la gravité qui est, en quelque sorte, la cause de l'univers, de l'infiniment grand. Et donc, développer une théorie de la gravité quantique. Et ça a été toujours très difficile. Vous savez, c'était quelque chose qu'Einstein, bien sûr, après avoir inventé la relativité, voulait faire. Parce que les physiciens, Einstein, en commençant par Einstein, pensent qu'au début, les quatre forces qui règlent maintenant la nature. Parce qu'il y a quatre forces, il y a la force de gravité, il y a deux forces nucléaires fortes et faibles. Les protons et les neutrons dans les noyaux sont tenus ensemble par la force nucléaire forte. Et puis la force électromagnétique retient les électrons autour du noyau. En fait, donc, vous voyez, on pense qu'au début, au tout début de l'univers, donc à l'instant du Big Bang, ces quatre forces n'en faisaient qu'une, ce qu'on appelle une super force, et donc il faut unifier les quatre forces. Qui, de nos jours, s'occupe de ce travail? On connaît bien sûr les travaux de Stephen Hawking, là-bas en Angleterre. Est-ce que vous travaillez sur cette unification ou d'autres de vos collègues? Non, vous savez, moi, je suis astrophysicien, donc en fait, je travaille dans des instants beaucoup plus tard déjà, en fait. La formation des galaxies, tout ça, ça se passe peut-être quelques centaines de milliers d'années après, ou peut-être le premier milliard d'années après le Big Bang. C'est la période qui m'intéresse. Mais la période dont on parle maintenant, c'est des fractions de secondes après le Big Bang, 10 puissance... on parlait tout à l'heure de moins 43 secondes jusqu'à 10 puissance moins 32 secondes, jusqu'à un millionième de seconde, etc. C'est vraiment les premières fractions de seconde de l'univers. Et c'est ça, et l'univers à ce moment-là était une immense soupe primordiale de particules. C'est-à-dire de particules de lumière, des photons, ça s'appelle des protons, des neutrons, des neutrinos, etc. Et donc, en fait, le domaine de prédilection des physiciens, en fait. Et en fait, on utilise... Justement, vous savez, les accélérateurs de particules de plus en plus haute énergie pour essayer d'aller vers les hautes énergies, parce qu'au début, je vous ai dit dans la dernière émission que l'univers était très chaud, donc très énergétique. Mais pour l'instant, bien sûr, même avec le plus grand accélérateur, on peut à peine monter jusqu'à un millionième de seconde après le Big Bang. Donc on a des limites. Vous avez des limites en fait. Oui, tout à fait. À la fois expérimental, parce qu'on ne peut pas remonter et tester tout ça dans le laboratoire. Et puis, deuxièmement, la théorie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les gens ne savent pas encore unifier ces deux choses. Il y a des théories qui sont intéressantes, comme la théorie des supercordes, vous savez, qui... Ce qu'on peut dire pour le Big Bang, même avant ce temps très petit de Planck, ce temps de Planck comme on l'appelle, 10-43 secondes, c'est qu'il y a eu, je vous cite, puis un vide quantique. Alors un vide, on comprend, c'est zéro, rien, niente, nada. Mais pourquoi rajouter l'adjectif quantique? Et puis de toute façon, le vide quantique, il n'est pas vide. Alors expliquez ça aux auditeurs. Oui, tout à fait. En fait, le vide des physiciens n'est pas le vide qu'on pense dénué de tout, en fait. Le vide quantique, en fait, contient l'énergie. Et l'énergie
par la fameuse formule d'Einstein, E égale mc2. Vous voyez, il y a une équivalence entre l'énergie et la matière. C'est elle qui va générer toute la matière qui se trouve maintenant dans l'univers. Donc, ce vide rempli d'énergie va donner naissance à des protons, des électrons, des photons, des particules de lumière, des neutrinos, etc. Et ce sont ces particules de matière qui vont donner naissance donc aux galaxies, aux étoiles et puis finalement aux planètes et à l'homme. L'univers des sciences, RCF. Au début, donc, c'est un univers très dense, vous l'avez dit, très chaud, 10 exposant 32 degrés. Déjà, l'auditeur, il essaie d'imaginer, il a du mal. Ouais. Et moi aussi, d'ailleurs. La densité aussi, c'est-à-dire un cube de 1 cm de côté, il pèse 10 exposant 96 grammes. Alors, chers auditeurs, prenez un crayon, mettez un 1 et 96 zéros à côté, et puis on se retrouve dans 1 heure quand vous aurez écrit le chiffre. Mais sincèrement, Tringzhen, ça n'a pas de sens, ça. On ne peut pas appréhender ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous savez, l'homme vit entre deux infinis, hein, l'infiniment petit et puis l'infiniment grand. Et même moi qui suis astronome, qui jongle avec des années-lumière, des chiffres, des exposants comme ça, vous voyez, qui a des 33 zéros, 96 zéros, etc. Je le conçois intellectuellement, mais c'est vrai qu'à l'échelle de l'humain, c'est extrêmement difficile. Mais bon, c'est comme ça. Il faut, le bon sens ne vous guide pas. Il faut donc justement des théories pour essayer de comprendre tous ces phénomènes extrêmes. C'est difficile de se mettre en dehors de l'univers pour l'observer puisqu'on est dedans. Et moi, je me disais à la lecture de vos livres, par exemple La Mélodie secrète, paru en 88, cet univers du début, là, ou presque 10 moins 33 cm, il nous paraît évidemment, nous, à notre échelle, très petit. Mais comme on n'y était pas, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas qu'il est infini, puisqu'il n'y a pas de conscience, il n'y a personne? Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas infini, puisqu'on n'y est pas? Vous savez, bien sûr, on extrapole vers le passé des concepts qu'on a maintenant. Et donc, c'est la physique qu'on extrapole vers le passé. Et on pense que cette physique va aller jusqu'à des densités si extraordinaires, des dimensions si extraordinairement petites. Et justement, la physique perd pied donc, à ce mur de Planck dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on n'a pas justement cette théorie de la gravité quantique qu'on voudrait avoir pour comprendre ce qui se passe. Mais ce sont bien sûr des concepts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La théorie perd pied à cet instant, à ces premiers instants, et puis même on ne peut pas tester tout ça maintenant dans des accélérateurs de particules. Dans ce vide, donc, vous l'avez dit, l'énergie se transforme en matière. Il y a des particules, par exemple le proton, c'est une petite bête qu'on trouve dans les noyaux des atomes, très 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 petit, très très légère aussi. Mais aussi il y a l'antiparticule, donc par exemple l'antiproton. Donc il y a la matière et l'antimatière, plus moins égale 0. Alors comment ça se fait que vous soyez fait de matière, à moins, Tringzhen, que vous soyez fait d'antimatière? Dans ce cas, si je vous serre la main, qu'est-ce qui se passe? Oui, on va tous devenir lumière, vous et moi. Mais non, il n'y a pas beaucoup d'antimatière dans l'univers actuel, justement. Et ça, c'est un problème, bien sûr. Parce qu'au début, comme je vous l'ai dit, il n'y avait que l'énergie. Donc, l'énergie aurait dû générer donc, des montants égaux donc, de matière et d'antimatière. Mais, vous savez, comme vous le dites, si tout était égal, tout était symétrique entre matière et antimatière, ils vont constamment s'annihiler. Et donc, maintenant, nous nous trouverons dans un univers qui sera rempli seulement de lumière et pas de matière. Et donc, il fallait que l'univers introduise une sorte d'asymétrie. Et donc, au début, on pense qu'il y avait un mécanisme de particules pas encore très connu, étudié, parce que donc de nouveau, c'est une des choses qui sont encore à découvrir. Il y a une asymétrie qui est introduite entre la matière et l'antimatière. Et en fait, cette asymétrie, c'est très petit, hein, c'est de l'ordre d'un 10 milliardième. C'est-à-dire, pour chaque milliard d'antiprotons, il y a 1 milliard plus un proton. Vous voyez, donc, le 1 milliard de protons et d'antiprotons vont s'annihiler pour devenir une lumière.
et puis il restera un proton qui sera sans son équivalent en antimatière, et donc il restera. Et donc c'est cette matière qui va s'assembler pour former toutes les structures que nous voyons maintenant dans l'univers. Donc c'est grâce à cette asymétrie du début que nous vivons dans un univers de matière, que vous et moi, quand nous nous serrons la main, nous ne nous envolons pas en lumière. Pour finir cette émission, Trinh Xuan Tuan, quand l'univers se dilate, grossit, il se refroidit. Et pour expliquer ainsi et aussi le moteur de cette expansion de l'univers, vous prenez cette image très parlante de la cristallisation de l'eau. Oui, donc vous voyez, l'univers s'organise. Et l'eau, bien sûr, quand elle devient cristal, ça veut dire qu'elle se refroidit et devient glace. Et glace, et les cristaux sont organisés. Vous voyez, il y a l'organisation. Et aussi, quand l'eau devient glace, il y a une bouffée d'énergie qui est bouffée de chaleur, donc qui est libérée. Et donc, c'est ce qui se passe dans l'univers, en fait. L'univers, je l'appelle va à travers ce qu'on appelle des phases de cristallisation, c'est-à-dire de plus d'organisation, il y a une bouffée d'énergie qui est libérée. Et puis, l'univers, au premier instant, va dans une phase qu'on appelle inflationnaire. Hein. C'est comme l'inflation, hein, où les prix deviennent de plus en plus grands, grimpent très, très vite. Et donc, ici, c'est l'univers qui est en expansion, exponentielle, je dirais. Maintenant, l'expansion est toujours là, mais elle est beaucoup plus lente. Mais au début, à ces premières fractions de seconde, à 10 puissance moins 36 secondes à moins 10 puissance moins 32 secondes, c'était l'univers se dédouble à chaque fraction de seconde, quoi. C'était vraiment une expansion exponentielle, et donc de quelque chose de milliards de plus petit qu'un atome, elle devient une orange, puis une terre, etc. Merci. La semaine prochaine, Trinh Xuan Tuan, nous parlerons de la création des